Aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Vivre aux Ulysses, la web radio des Ulyssiens, le média qui vous donne la parole. Déjà le 4e numéro, toujours en direct, toujours avec vous pour vous accompagner pendant cette crise sanitaire. Les amis, mes chers amis, nous sommes le dimanche 10 mai, déconfinement J-1, que dis-je, H-5 avant la liberté. La liberté d'ailleurs, c'est le thème de la citation du jour, excusez-moi. Elle nous vient de Pablo Coelho. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Pouvoir choisir de déchirer les attestations de dérogation imprimées en avance ou de ne plus avoir à remplir sur notre téléphone. C'est surtout le plaisir de retrouver nos familles et nos amis, dans le respect des règles sanitaires bien sûr, mais le déconfinement marque aussi la fin d'une belle escroquerie. Je parle des blogueurs du confinement. Vous savez, ces gens qui se filmaient le temps d'une story, qui nous faisaient croire qu'ils préparaient un marathon pour le déconfinement, avec un hashtag marqué « Lâche rien, on lâche rien ». Bon, les amis, c'est fini, plus besoin de mentir, on vous a tous vu de toute façon, hein. Bref, trêve de mauvaise foi, excusez-moi. Il y a quand même des gens honnêtes dans cette émission ce soir. Honneur aux dames avec Juline et Agère. Bonsoir mesdames. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Bonsoir. JB aussi est avec nous. Bonsoir JB. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. On salue également Will, le maestro de la réalisation. Salut Will. Et au sommaire de l'émission, Juline. Donc cette semaine, nous retrouvons l'actualité, la minute culturelle de Colombine, l'action locale et solidaire avec aujourd'hui Frédéric, président de l'ARAC des Ulysses. Aujourd'hui aussi, jour de mise, le discours de la Ligue des droits de l'homme sur la commémoration de l'esclavage, lu par Rosemary, la présidente de la section des Ulysses. Ulyssien confiné, présenté par Agère, la chronique de JB et pour finir, la parole aux Ulyssiens. Et le sondage du jour, êtes-vous favorable à la création d'un festival multiculturel aux Ulysses? Pour y répondre, c'est sur le direct live de la radio Vivre aux Ulysses, bien évidemment. D'ailleurs, restez bien avec nous car à la fin de l'émission, nous aurons un message très important à vous faire passer. Ça concerne l'avenir de la web radio, de votre web radio. Donc on tient vraiment à ce que vous partagez quelque chose pour le découvrir. Ce sera à la fin de l'émission. Vivre aux Ulysses, il est 18h02, place à l'actualité. On commence l'actualité avec la culture et un retour des annonces d'Emmanuel Macron sur la culture qui, depuis le début du confinement, est à l'arrêt. Salles de concert, opéra et théâtre sont portes closes. Musées, galeries d'exposition, conservatoires, monuments, bibliothèques, archives sont fermés. La quasi-intégralité des festivals et manifestations de l'été ont été annulées, laissant sur le carreau le public, mais aussi des milliers d'intermittents. Les tournages ont été suspendus, les enregistrements interrompus, même les sorties de livres, de disques, de films ont été décalées. Mercredi matin, Emmanuel Macron avait réuni 12 représentants de différentes disciplines. Parmi eux, chanteuses, réalisateurs, chefs d'orchestre, actrices, metteurs en scène. À l'issue de la rencontre, Emmanuel Macron a dressé les propositions préparées avec le ministre de la Culture Franck Riester, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Alors Juline, que se passera-t-il demain et dans les jours suivants avec le déconfinement? Alors, on commence avec la réouverture des musées, des librairies, des disquaires et des galeries d'art. Le site de la mairie des Ulysses indique encore aujourd'hui la fermeture de la médiathèque jusqu'à nouvel ordre. Il nous faudra donc patienter encore un peu. Concernant les librairies, nous avons les Jardins de Thierry, qui est au centre commercial US2 et qui va bien réouvrir le 11 mai. Beaucoup de choses pourront reprendre, mais en s'adaptant aux contraintes de l'épidémie. Le président a également souhaité que les salles de spectacle rouvrent pour accueillir artistes et techniciens afin de reprendre des répétitions. Concernant Boris Vian et Laura Dazic, la mairie a annoncé que toutes les représentations de la saison étaient annulées. Mais des questions des mesures qui doivent accompagner la réunion des spectateurs, justement, dans un lieu clos, semblent encore être loin d'être résolues. L'une des pistes explorées, puisque les grands rassemblements, les grandes salles restent interdits pour le moment, c'est de travailler en lien avec l'éducation. Les artistes à résidence dans notre ville seront donc peut-être amenés à travailler avec les enseignants afin que nos enfants puissent être accueillis dans des groupes restreints dans les classes. Mais à ce jour, tout reste encore à mettre en place. C'est donc une année blanche pour les intermittents. Emmanuel Macron imagine 2 temps. Le premier, jusqu'à juillet, consiste à mettre les artistes dans les écoles. Il entend conduire une révolution de l'accès à la culture et à l'art qui passerait par l'animation de petits groupes de 10 enfants, 1 à 2 heures par semaine. Dans un second temps, au moment des vacances, il va falloir réinventer les colonies de vacances et là encore, les artistes pourraient être mobilisés. Une plateforme doit pouvoir coordonner toutes les initiatives, les volontaires et les lieux d'intervention. En contrepartie, Emmanuel Macron a donné des garanties aux acteurs du secteur culturel les plus fragiles. Beaucoup d'intermittents ne pourront pas faire leurs heures, a reconnu le président, qui a expliqué qu'une année blanche sera décidée en prolongeant d'1 année jusqu'à fin août 2021 la période de calcul des heures ouvrant les droits.
Une mesure qui concerne directement 270 000 personnes. Quel est l'objectif ? Alors, écarter au maximum les risques d'une précarité immense si comédiens, acteurs, techniciens ne pouvaient pas retrouver le travail en raison de l'épidémie. Les auteurs disposeront, eux, d'une exonération des cotisations pendant 4 mois. Quant aux associations, organisations et petites entreprises culturelles qui sont au plus mal, ils disposeront de dispositifs d'accompagnement qui se poursuivront au-delà de la fin de la période de confinement, avec des aides adaptées, des apports en fonds propres pour lesquels la Banque publique d'investissement sera mobilisée. Pour le cinéma, Emmanuel Macron a estimé que les tournages ne pourront pas reprendre avant fin mai et que même en juin et juillet, il faudra faire du cas par cas. Il a annoncé la mise en place d'un fonds d'indemnisation temporaire en partenariat avec les régions et des partenaires privés. Le président a également souhaité lancer un appel à l'intention de l'Europe pour relancer la coproduction européenne et, autre engagement de l'État, un grand programme de commandes publiques pour les métiers d'art, les spectacles vivants, la littérature et les arts plastiques. On va parler transport, Juline, avec en Ile-de-France l'attestation employeur qui restera obligatoire dans les transports en commun. L'attestation de déplacement dérogatoire ne disparaîtra pas avec le confinement, loin de là, Charles. À partir du 11 mai, elle sera non seulement obligatoire pour justifier des déplacements à plus de 100 km de chez soi, mais aussi pour pouvoir se rendre au travail en prenant les transports en commun en Ile-de-France, comme l'a confirmé ce jeudi 7 mai le secrétaire d'État au transport après la publication d'une charte par la région. Alors attention, dès lundi, entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h et 19h, la circulation dans les transports en commun en semaine sera réservée seulement aux salariés ne pouvant pas faire de télétravail. Ce lundi va être compliqué dans les transports en Ile-de-France. Afin de minimiser l'affluence dans les transports aux heures de pointe, leur accès sera effectivement réservé à ces horaires de la journée aux salariés qui ne peuvent exercer un télétravail, sauf exception liée à un motif impérieux. Susceptibles d'être contrôlés, les usagers devront donc détenir une attestation de leur employeur pour prouver leur bon droit. Alors Juline, qui devra justement avoir cette attestation ? Eh bien, tous les salariés d'entreprise devront être munis d'une attestation de leur employeur. Des motifs impérieux, comme accompagner ses enfants à l'école, se rendre à une convocation obligatoire, à un entretien d'embauche ou encore à un examen, permettront toutefois d'utiliser les transports en commun aux heures de pointe sans cette attestation. Par ailleurs, les déplacements en dehors de ces créneaux horaires ne feront l'objet d'aucune restriction. Alors que doit-elle contenir ? La charte précise que l'employeur doit certifier sur cette attestation que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d'activité professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail. Ce certificat devra également indiquer pour chaque salarié les horaires auxquels il est autorisé à rejoindre son lieu de travail. Mais auprès de qui pourrons-nous la récupérer ? Alors, chaque entreprise devra la fournir aux salariés qui en ont besoin. Un modèle d'attestation a été déployé auprès des entreprises franciliennes. Vous le retrouverez notamment en commentaire. Ce modèle sera adapté en fonction des modalités du décret d'application encadrant cette autorisation. Néanmoins, ce décret n'est pas encore paru. Le préfet d'Île-de-France dit qu'il devra l'être d'ici ce soir. Il semble donc peu probable que les entreprises puissent fournir cette attestation dès lundi. Alors, si je n'ai pas cette attestation mais que je prends les transports, qu'est-ce que je risque ? Alors, afin de vérifier que les passagers sont munis de la fameuse attestation, les forces de l'ordre et les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF filtreront les voyageurs à l'entrée des gares et stations les plus importantes. Des brigades mobiles contrôleront les passagers des trams et des bus. Les autorités promettent une tolérance pour les premiers jours. Ensuite, sans cette attestation, les usagers risqueront 135 € d'amende. Le montant de l'amende sera similaire s'ils ne portent pas de masque, lequel sera obligatoire dans les transports publics à partir de lundi pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Et combien de temps sera-t-elle nécessaire ? D'après les indications d'Édouard Philippe, l'attestation sera nécessaire au moins les 3 premières semaines du déconfinement. Mais attention, sa durée de validité sera fixée par chaque employeur, mais ne pourra excéder 1 semaine comme le prévoit la charte. Et l'obligation de respecter une distance d'1 mètre entre chaque voyageur diminue fortement la capacité d'accueil des trains circulant justement sur le réseau transilien. À partir du 11 mai, sur les 3,4 millions de voyageurs transportés par Transilien SNCF chaque jour, seuls 410 000 pourront voyager. À titre d'exemple, cela représente pour un RERD à 600 personnes au lieu de 2600 et pour un train des lignes J et L à 300 personnes sur les 1500 habituels. Des contrôles qui seront effectués plus régulièrement. Oui, pensez à acheter dès maintenant votre titre de transport à distance sur boutique.transilien.com pour éviter les files d'attente en gare. Alors que pouvons-nous faire pour éviter ces files d'attente en gare de demain ? Vous pouvez également acheter votre titre de transport en ligne sur boutique.transilien.com ou recharger votre forfait Navigo depuis l'appli SNCF ou via Navigo. Alors reste que l'ensemble des transports ne pourront pas se remplir à la hauteur que de 15% maximum.
Oui, comme ces dernières semaines, les trains circuleront de 6h à 22h uniquement. Des bus de substitution et des noctiliens seront mis en place pour remplacer les derniers RER du soir. Au total, sur le réseau, plus de 300 stations seront ouvertes. Concernant le seul métro, 60 stations seront fermées. Vous trouverez également la carte en commentaire. Les stations RER resteront ouvertes, mais les stations en correspondance et les grands pôles resteront ouverts, à l'exception de la station République. On va passer avec un retour aux annonces du 7 mai dernier, des annonces du Premier ministre Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe a fait un point jeudi à 16h sur l'étape du 11 mai, censé marquer le début du déconfinement, département par département, et selon le niveau de l'épidémie de Covid-19. S'exprimant depuis Matignon, le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Alors justement, il a parlé du déconfinement. Qu'est-ce qui est autorisé à partir de demain ou interdit ? Alors, sortir de chez soi est autorisé sans attestation jusqu'à 100 km du domicile. Les déplacements de plus de 100 km seront interdits sauf pour un motif impérieux, familial ou professionnel. Et en ce qui concerne le port du masque ? Alors, le port du masque et le respect des règles de distanciation seront obligatoires dans les transports publics, donc métro, bus et bus scolaires, les VTC et les taxis. Si pas de masque, une amende de 135 €. Ces masques pour le public chirurgicaux ou textiles sont notamment vendus dans les pharmacies et depuis lundi dans la grande distribution, même si, comme nous le savons, il est compliqué de s'en procurer. Les commerces ou certaines professions comme les coiffeurs pourront imposer le port du masque à leurs clients. Les coiffeurs qui retourneront au travail comme plusieurs Français, qu'advient-il justement de leur situation ? Retourner au bureau est effectivement autorisé si les mesures sanitaires sont appliquées. Un espace minimum de 4 mètres carrés par salarié avec une gestion des flux et des sens de circulation pour éviter les croisements. Les entreprises sont incitées à continuer le télétravail ou à prévoir des horaires décalés. Le port du masque ne sera obligatoire que lorsqu'il y a un risque que les mesures de distanciation ne puissent être respectées. La prise de température ne pourra par contre pas être imposée aux salariés. Les campagnes de dépistage du coronavirus sont interdites au nom du secret médical. Il a aussi parlé de la réouverture ou non des commerces. Oui, bars, cafés et restaurants, comme nous le savons malheureusement, resteront interdits. C'est une réouverture fin mai dans les départements en vert qui est annoncée pour le moment. Tous les autres commerces, réouverture autorisée avec des consignes sanitaires strictes. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² sont autorisés à ouvrir en accord avec les préfets, sauf en Ile-de-France. Alors nous, exception, parce qu'il paraîtrait que le centre commercial Ulysse 2 pourrait rouvrir justement dès demain. Concernant les marchés aussi, ils sont autorisés sauf si le maire de la commune s'y oppose avec des mesures de distanciation strictes. Et c'est également le cas de notre marché des Ulysses qui va réouvrir ce mardi 12. Un point qui nous intéresse tous, à H-5, qu'en est-il des rassemblements ? Alors, ils seront autorisés mais limités à 10 personnes sur la voie publique ou dans les lieux privés. Mariage et réunions de famille interdits si plus de 10 personnes. Les grands musées, les cinémas, les salles de concert et les théâtres, les piscines et les salles polyvalentes seront interdits. Les bibliothèques et les petits musées seront autorisés avec des mesures de distanciation sociale. Les événements de plus de 5000 participants seront interdits jusqu'en septembre. Les églises seront ouvertes, mais les cérémonies seront interdites. Elles devraient reprendre à la fin du mois de mai. Pour les cérémonies funéraires, elles seront limitées à 20 personnes. Alors je le disais en introduction, on a vu beaucoup de Français faire du jogging. Ils ont aussi parlé de sport et sur des... Alors faire du sport est interdit dans les lieux collectifs et les espaces couverts resteront fermés. La pratique individuelle, quant à elle, à l'extérieur, sera autorisée. Le coronavirus justement, avec l'Essonne classé en rouge le 11 mai, quelles sont les conséquences ? Alors pour les Essonniens, ce classement dans la catégorie rouge signifie le maintien de certaines mesures restrictives. Ainsi, les parcs et les jardins resteront fermés. Seules les forêts comme celle de Sénart ou encore de Dourdan devraient rouvrir au public. Pour terminer cette actualité, on fait un petit zoom sur la reprise de l'école aux Ulysses. Dimanche dernier, nous vous avons annoncé le calendrier. 2 petites modifications depuis. Donc la date de reprise est décalée au jeudi 14 mai et la cantine reprendra normalement. Les parents devront juste préparer un repas à leurs enfants pour les premiers jours. Donc n'oubliez pas de vous inscrire sur Ulysse Plus ou de vous désinscrire si ça ne vous concerne pas. Merci beaucoup Juline, si vous souhaitez réagir et commenter l'actualité, ça se passe sur le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Restez avec nous, dans un instant, nous recevrons Frédéric, président de l'ARAC, mais tout de suite, c'est la Minute Culture de Colombine. Bonsoir à tous et à tous. Cette semaine, pour notre point culture, je vous propose de répondre à une question. Quel est le lien entre la cour de Louis XV et la danse hip-hop ? Aucun, me répondrez-vous. Et pourtant, c'est le défi qu'ont choisi de relever Clément Cogitore et Bitou Dembélé en créant une interprétation contemporaine des Indes galantes de Philippe Rameau à l'Opéra National de Paris et qui est visible gratuitement sur le site d'Arte.
Composée entre 1735 et 1736 par Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes forment une pièce dite baroque, c'est-à-dire qu'elle est caractéristique des arts sous le règne de Louis XV. Au XVIIIe siècle commence à se développer le style de l'orientalisme ou exotisme. Dans tous les arts, on retrouve l'évocation d'univers lointains marqués par les stéréotypes sur la vie extra-européenne qui est désignée par le terme générique des Indes. À cet orientalisme s'ajoute une tendance à représenter des scènes dites galantes, ce qui signifie des scènes d'amour et de séduction. Dans les Indes galantes sont racontées 4 histoires d'amour contrariées, d'abord en Turquie, puis au Pérou, en Perse et enfin en Amérique du Nord. Ne soyez pas effrayés par les 3 heures de spectacle, car l'œuvre est composée en 5 parties qui peuvent être regardées indépendamment. Mais pourquoi choisir cette pièce pour une réinterprétation ? Eh bien parce que même si cet opéra-ballet a été composé dans une vision occidentale et déformée de l'étranger, le chorégraphe et le metteur en scène ont vu l'occasion de questionner notre rapport à la différence dans la société contemporaine. Ils font donc évoluer les danseurs dans une chorégraphie de krump, qui est un style de danse hip-hop, et dans des décors et des costumes qui représentent nos villes contemporaines et les rencontres multiculturelles qu'elles permettent. J'espère que cette folle idée vous intrigue assez pour aller cliquer sur le lien de l'enregistrement de cette pièce que nous avons partagé sur la page Facebook de la radio. Merci beaucoup Colombine. Pour retrouver toutes les références et les liens qui vous intéressent, toujours le même chemin, le Facebook Live de la web radio. Vivre aux Ulysses, il est exactement 18h15, c'est l'heure de la deuxième rubrique Action locale et solidaire. Vendredi dernier, aux Ulysses et un peu partout en France ont eu lieu les cérémonies pour le 8 mai. Date charnière de l'histoire de notre pays qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. À ce titre, nous allons faire un focus sur l'association ARAC, Association républicaine des anciens combattants, association créée pendant la Première Guerre mondiale en 1917 par 3 anciens militaires dont le célèbre écrivain Henri Barbus. Aux Ulysses, l'antenne locale, elle, existe depuis 1988 et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir son président avec nous ce soir, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Frédéric. Vous allez bien ? Bonsoir. Bonsoir. Très bien, parfait, et vous ? Très bien, merci. Alors, vous êtes ulyssien, ancien militaire et comme je le disais, président de l'antenne locale de l'ARAC. Tout à fait. Donc, je suis président de la section ARAC des Ulysses depuis maintenant 2 ans. Voilà, et donc nous nous situons donc pour février au Rez-de-Jardin, face à l'école du Parc. D'accord. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de commémorer cette date ? Bien sûr. Alors, avant de parler du 8 mai, je vais me permettre de rendre hommage à une grande dame qui nous a quittés justement le 8 mai dernier. Il s'agissait de Madame Cécile Roll-Tanguy, qui était donc une grande figure de... Oui, Madame Roll-Tanguy, qui était une grande figure de la résistance. Et donc, il y a 101 ans, donc, elle est décédée. Et donc, elle a participé avec son mari, le colonel Roll-Tanguy, justement à la libération de la France. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi faire un parallèle sur donc, le musée aussi de la Libération qui se trouve donc place d'Enfer-en-Rochereau, qui a été inauguré aussi donc, l'année dernière et donc qui est aussi visitable quand la situation le permettra. Donc l'importance de cette commémoration cette année, donc oui, le 8 mai a été important c'était important d'autant plus de le commémorer déjà pour contribuer au devoir de mémoire. Cette année, en 2020, nous fêtions les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire des Alliés et de la capitulation allemande. Donc c'était important de le faire malgré les conditions sanitaires, que ce soit en France et à l'étranger. Alors justement, à l'étranger, on voulait savoir dans combien de pays justement est fêté le 8 mai ? Alors il faut savoir que le 8 mai est évidemment célébré en France, mais il est aussi célébré dans les autres pays alliés. Alors pas en Portugal et pas en Espagne parce que pour raison politique, et en Russie le 9 mai parce qu'avec le décalage horaire évidemment. Alors, on l'a vu, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, crise du coronavirus oblige. Le chef de l'État a dû mener ses célébrations en petit comité. De votre côté, dans quelles conditions s'est déroulée la cérémonie ? Alors, la cérémonie cette année, suite aux directives du préfet de l'Essonne, nous étions autorisés donc à être qu'à 5 pour donc célébrer la cérémonie, chose que nous avons faite donc en présence de Madame le maire, de 2 de ses élus et de mon porte-drapeau. J'ai pu néanmoins, malgré ces conditions, déposer donc la gerbe de l'ARAC et lire le discours de l'Union départementale des anciens combattants. D'accord. À l'issue de cette petite cérémonie, nous avons souhaité, donc avec mon porte-drapeau, nous rendre auprès de la borne de la voie de la 2e DB à Bure pour rendre un hommage appuyé justement
des soldats qui ont sacrifié leur vie pour nous, pour que nous soyons libres aujourd'hui. D'accord, pour la République. Et alors justement, vous parlez des soldats qui ont sacrifié leur vie. L'actualité en ce moment au niveau de l'armée française est assez lourde. On a dénoté 2 légionnaires français morts en 4 jours seulement dans l'opération Barkhane au Mali. Vous qui faites partie du corps militaire français, comment vivez-vous ces pertes? Alors, donc, cette question mérite que je fasse une réponse un peu plus détaillée, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Alors, il y a un an, nous perdions déjà de 2 de nos hommes du célèbre commando Hubert. Il s'agissait donc des maîtres Pierre Pont et Berton Fellow, donc lors de la prise d'otage qui a eu lieu au Burkina Faso. Fin novembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons aussi malheureusement perdu les 13 militaires français Dans l'hélicoptère. en opération à Mali lors de l'accident d'hélicoptère. J'ai pour ma part d'ailleurs été sur le pont Napoléon III pour leur rendre hommage avec mon porte-drapeau. Ça a été un moment très émouvant et très prenant, et unis tous ensemble, nous avons pu donc rendre hommage à ces militaires. Après, pour répondre à votre question, faut savoir que les militaires, on est tous des frères d'armes. Donc, quand on perd malheureusement un frère d'armes, un militaire quel qu'il soit, dans une opération extérieure, c'est toujours une part de nous-mêmes que nous perdons. Et nous savons leur rendre hommage et pour leur sacrifice qu'ils ont donné pour leur pays. Très important. Et vous, à titre personnel, avez-vous déjà été engagé dans une opération à l'étranger, justement? Alors, pour répondre à votre question, je vais revenir sur mon passé militaire. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur de servir mon pays pendant 15 ans et demi en tant que militaire d'active. Donc, j'ai effectué 10 ans en régiment, à Bourg-Melon, exactement, dans les Charles Leclerc. Bourg-Melon, c'est dans la Marne, situé entre entre Reims et Châlons-Champagne. Et ensuite, j'ai terminé 5 ans à l'école militaire en état-major. À la suite de ça, j'ai basculé dans la réserve où je suis toujours depuis 8 ans, où je sers au 121e régiment du train à Montlhéry. Et donc, durant ma période, quand j'étais donc engagé à Mourmelon, j'ai eu la chance de partir 5 fois à l'étranger, dont 2 fois dans des pays hostiles. D'ailleurs, j'ai malheureusement été blessé à plusieurs reprises. C'était au Kosovo en 99 et en Côte d'Ivoire en 2004, et notamment en 2004 lors du bombardement du camp de Bouaké. Et quelle est la journée type, justement, et les conditions de vie en caserne? Alors, la journée type en caserne, rapidement, c'est comme en civil, mais après, bon, évidemment, on est astreint à des obligations qui, de part de notre spécificité, de notre métier de militaire. Le matin, il y a le rassemblement. Alors là, évidemment, comme vous pouvez peut-être des fois le voir à la télé lors de reportages, c'est tenue carrée. On se rassemble pour faire le point des personnels qui sont là, absents pour X raisons. On va travailler comme n'importe qui dans nos bureaux respectifs ou dans les ateliers, ou enfin selon les fonctions que l'on a. Et puis en fin de journée, on retourne soit dans nos chambres militaires, soit à la maison. Donc vous voyez, il y a une petite vie réglée, mais qui est un peu calée sur le civil. D'accord. Alors, Fred, on vous entend un petit peu bas. Si vous pouvez parler juste un petit peu plus fort, hein, ça aiderait aussi à la radio, parce qu'on vous comprendrait un petit peu mieux. Et d'ailleurs, vous nous parlez de votre engagement, justement. Alors, selon vous, quel est le mot le plus à même de définir ce qu'est un militaire? Alors, pour moi, si je devais définir le mot militaire, ce serait avec le mot abnégation. Alors, pourquoi? Parce que l'abnégation, ça signifie donc le sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt au bénéfice donc de la communauté. Parce que quand on est militaire, on se doit donc d'être au service des autres, au service de la communauté, au service de la population civile. Et je reprendrai d'ailleurs le premier article du Code d'honneur du soldat, une sorte de Bible que nous avons à l'armée, et je vous la lis. Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué en tout temps et en tout lieu. Donc être militaire, c'est ça, c'est être au service de la France. La dévotion, donc. Donc, alors, comme je le disais plus tôt, Frédéric, vous êtes le président de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Première question, oui. Alors, combien de personnes composent votre association? Alors, l'ARAC des Ulysses a été créée en 88 par 3 personnes, dont un grand monsieur que certains Ulyssiens connaissent très bien, puisqu'il nous fait l'honneur de participer aux cérémonies et de continuer à travailler à nos côtés. Je parle de monsieur André Fillère.
Et donc la RAC des Ulysses s'inscrit donc autour de 18 autres sections au niveau départemental, ce qui représente 434 adhérents au niveau départemental, et au niveau local, donc la RAC des Ulysses, c'est 62 adhérents. Nous faisons partie de l'une des sections les plus importantes de l'Essonne. Ah oui, quand même. D'accord, 62 adhérents. Alors, justement, on en parle souvent, mais le statut d'ancien combattant, c'est quoi exactement? Alors, le statut d'ancien combattant. Pour être ancien combattant, même un civil peut demander le statut d'ancien combattant, mais il faut à ce titre avoir participé à un conflit dans lequel la France a été engagée. D'accord. Pour ma part, donc, je suis ancien combattant. Pourquoi? Parce que j'ai participé donc au Kosovo, qui a été reconnu donc au vu des actions de feu que nous avons menées à l'époque sur le théâtre. J'ai eu le statut donc d'ancien combattant. Les conditions ont été un peu assouplies à compter d'octobre 2015. En termes de temps, on ne demandait plus que 4 mois donc, en OPEX, et avant c'était 3 mois, et plus les conditions de participer à une action de feu ou une action de combat. Et le fait donc d'être ancien combattant ouvre des droits et des obligations et des avantages, notamment financiers et fiscaux. D'accord, très intéressant. Et justement, on va faire un retour sur l'association. Quelles sont ses principales actions? Alors, les actions de la RAC, alors il y en a plusieurs. Les grandes lignes, évidemment, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire que nous essayons de continuer à entretenir, que ce soit auprès des adultes, de la jeunesse. Les cérémonies, évidemment, je pense notamment au 8 mai dernier, mais aussi au 14 juillet, au 11 novembre, au 19 mars, les grandes cérémonies auxquelles nous participons. Nous avons aussi une vocation financière et matérielle et morale à avoir envers nos adhérents. Nous contribuons aussi aux décorations, puisque encore il y a l'année dernière, j'ai décoré de la Croix du Combattant l'un de nos adhérents, et cette année, je décorais l'un de nos nouvelles OPEX du titre de reconnaissance de la nation. Et nous effectuons aussi des activités de cohésion, des repas, des sorties entre nous. D'accord. Et vous avez parlé de jeunesse. Quelles mesures mettez-vous en place pour assurer et transmettre votre savoir auprès des plus jeunes, justement? Alors, pour les plus jeunes, pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, je me souviens que nous avons donc fait appel aux collégiens des Ulysses pour les faire venir pour visiter donc, et découvrir l'exposition que nous avons fait au mois de décembre. Parce que tous les ans, au mois de décembre, nous effectuons une exposition qui est ouverte à tout le monde d'ailleurs. Et cette année, nous avons été heureux, donc, fin 2018, nous avons été heureux d'accueillir plusieurs collégiens. Mais ça passe aussi donc par, hormis les expositions, par cette année pour le 8 mai, nous devions donc organiser quelque chose aussi avec les MPT, les centres aérés, la LMO, l'entraide. Ça passe par des livres que nous avons au niveau de la section, et ça passe aussi par s'approprier aussi dans les écoles, venir faire des témoignages aussi dans les écoles. Et justement, l'association, quels sont vos futurs projets? Alors, pour les futurs projets, nous envisageons des sorties, alors que ce soit, je pense par exemple au musée de la Grande Guerre, je pense à l'Arc de Triomphe, je pense aux Invalides, je pense à faire venir des intervenants donc dans les écoles. Il y a quoi encore? Des intervenants qui peuvent aussi donc dans des salles de réunion s'adresser à la jeunesse. Et puis je pense aussi entre autres aussi au SNU qui a démarré il n'y a pas longtemps. D'accord. D'ailleurs, on a un commentaire pour vous, Frédéric. On a Vincent qui tient à saluer nos porte-drapeaux locaux. Bonjour Vincent, merci pour votre commentaire. Merci. Justement, Frédéric, en parlant de commentaires, avez-vous un dernier mot, un dernier message, ou les deux, à faire passer aux Ulyssiens? Oui. Alors, j'aimerais déjà revenir sur la situation il y a 2 mois. Donc demain, nous allons commencer le déconfinement. En début de mon intervention, j'avais parlé des décorations, parce que bon, à l'armée, on aime bien décorer les gens qui sont méritants. Alors moi, aujourd'hui, si je devais décorer des gens, ce serait tous les gens appartenant aux corps médicaux, tous les gens qui ont donné de leur temps, les enseignants, les éboueurs. Voilà, donc tous les gens qui ont œuvré et qui n'ont pas de compter leur temps pour à notre service pendant ces 2 mois. Donc voilà la première chose. D'accord. Voilà la première Et deuxième chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'était
m'adresser plus à la jeunesse qui nous écoute. Si vous avez, comme moi quand j'étais jeune, des envies donc de vous tourner vers le milieu militaire, vous pouvez toujours vous tourner donc vers nous, vers l'ARAC, ou vers le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, qui se trouve près de la gare TGV de Massy, pour de plus amples renseignements. D'accord. Merci beaucoup, Fred. Merci de votre intervention. Et Isabelle qui remercie aussi de l'intervention de Frédéric. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ARAC et le monde de l'armée, leur page Facebook sera placée sur la nôtre. Pour réagir, vous connaissez la méthode. Donnez-nous vos avis sur le live du Facebook du Vivre aux Ulysses. Vivre aux Ulysses, il est 18h30. On passe à la prochaine rubrique. Vivre aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le 10 mai. Cette date est très importante car cette année, nous commémorons également les 172 ans de l'abolition de l'esclavage en France. Il faut se souvenir qu'il a fallu attendre le 10 mai 2001 et la loi Taubira pour que la France reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité. À la minute où je vous parle, ce sont plusieurs millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent encore sous le joug de l'esclavage. Je vous laisse écouter Rosemary, présidente de la Ligue des droits de l'homme locale des Ulysses, pour la commémoration de ce jour souvenir. Aujourd'hui, 10 mai, nous commémorons l'abolition de l'esclavage. Cette journée existe depuis le vote de la loi Taubira en 2001, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. L'esclavage existe dans le monde depuis l'Antiquité, mais il a fait partie de l'histoire de notre pays pendant près de 400 ans avant d'être aboli. 15 à 18 millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été arrachés à leur terre natale pour être transportés vers les Amériques, puis vendus comme esclaves. L'ampleur du crime est sans équivalent dans l'histoire, car on estime que sur 4 siècles, près de 40 millions d'êtres humains ont été victimes de la traite négrière. Il faudra attendre le 27 avril 1848 pour qu'un décret mette fin à l'esclavage dans les colonies françaises. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848 nous dit « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Les systèmes esclavagistes vont disparaître progressivement. Le dernier pays à abolir l'esclavage est la Mauritanie, en 1980. Plus de 170 ans après l'abolition, nous ne devons pourtant pas oublier l'actualité et le combat que mènent de nombreuses associations comme la Ligue des droits de l'homme contre toutes les formes modernes de l'esclavage, les servitudes, les mariages forcés, le travail des enfants, la prostitution, le trafic d'organes. Si la traite subsiste encore et qu'elle est difficile à éradiquer, c'est surtout à cause des profits financiers. Le trafic des êtres humains est le plus lucratif après celui de la drogue et des armes. La traite génère au moins 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Dans l'économie privée, le travail forcé rapporte 150 milliards de dollars de profits illégaux et ces chiffres sont approximatifs. L'ONU estime qu'il y aurait aujourd'hui 200 à 250 millions d'esclaves adultes à travers le monde, auxquels s'ajouteraient plus de 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans. Prévenir, protéger et punir sont les 3 grands objectifs qui pourront aider à faire disparaître la traite des personnes. Merci beaucoup Rosemary pour ce témoignage et ce discours. Si vous voulez en savoir plus sur l'esclavage et sur différentes commémorations, allez sur le site de la Ligue de défense des droits de l'homme. Le site internet, vous avez juste à taper le nom de l'association sur Google et vous le retrouverez très facilement. Tout de suite, Vivre aux Ulysses, il est 18h33, excusez-moi. On passe tout de suite à l'Ulyssien confiné. Vivre aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. L'Ulyssien confiné, enfin, on espère une rubrique qui changera de nom, parce que bon, quand même, l'Ulyssien confiné, je rappelle qu'on est déconfiné dans exactement 4h30. Tout à n'est-ce fait, pas, Charles. Agère, Oui. On est tous pressés, bien évidemment. Alors, Agère, tu Oui. as l'habitude de rencontrer des Ulyssiens qui te racontent leur quotidien. Alors, aujourd'hui, cette semaine plutôt, qui as-tu rencontré ?
Alors, j'ai rencontré Pépère et Mémère des bergères. Pépère. Pépère et Mémère, D'accord, oui, c'est des ok. surnoms D'accord, ok, d'école non, et Jean-Claude. c'était pour savoir, j'avais cru mal entendre, excuse-moi. Non, c'est bien ça. Donc, ils m'ont beaucoup fait rire, car eux, ils sont devenus comme chien et chat. Pépère se mêle de tout ce que fait Mémère, même sa façon de passer l'aspirateur. Vraiment, elle supporte plus cette situation et elle a l'impression de ne plus reconnaître son mari avec qui, Charles, écoute bien, elle est mariée depuis plus de 53 ans quand même. À 53 ans, c'est les noces d'or, je crois. C'est Oui, bien ça? oui. Bon. Bah, félicitations à Pépère et à Mémère. Hein. On sait d'ailleurs que le confinement est une épreuve assez dure à supporter pour les couples. Hein. Mais bravo à vous deux. Hein. Bravo à vous deux. N'engueulez Mais pas trop elle- Mémère. Oui, elle a quand même trouvé une solution. Elle s'accorde depuis 2 semaines 1 heure par jour et ça lui permet de décompresser et de rentrer avec le sourire quand On même. en a tous besoin, je Ouais. Tous ceux qui vivent en couple, on en a tous besoin. Alors, autre couple hein, dont tu as recueilli le témoignage. Oui, alors j'ai rencontré Sonia et Karim, malades d'Alzheimer. La situation, elle, est plutôt compliquée car l'aide à domicile a décidé de rester confinée dès le départ. D'accord. Donc Sonia, par contre, elle peut vraiment pas prodiguer les soins pour Karim parce qu'il ne bouge plus du tout. Donc elle a contacté Maria, son ancienne aide à domicile, qui s'est reconvertie en animatrice vacataire. D'accord. Donc Maria n'avait plus de travail, dû au confinement et la fermeture des écoles, Mhm. et Sonia avait besoin d'aide. Donc en fait, elles se sont soutenues dans cette situation exceptionnelle. Et finalement, Sonia, qui était complètement déroutée, a retrouvé tout de suite sa sérénité. Ah bah, on envoie tout le courage et du soutien pour Sonia et pour son mari, et aussi pour Maria, hein, leur assistante. Hein. Vraiment, Oui. bon courage à tous les praticiens de ce domaine. Alors, tu as aussi reçu le témoignage d'une personne isolée. Oui, alors Christiane, depuis le début du confinement, vit seule dans son appartement au centre-ville. Donc ses petits-enfants lui manquent énormément, me confie-t-elle. Elle a découvert par contre avec plaisir les appels visio quotidiens qui permettent de garder un contact avec sa famille. Son fils et ses petits-enfants ne vivent pas aux Ulysses et Christiane s'inquiète un peu de cette situation pour l'organisation du déconfinement. Alors, comme elle fait partie du public à risque, son fils lui livre une grosse quantité de courses toutes les semaines afin qu'elle ne manque de rien. Seule dans son appartement, elle a la chance d'avoir un balcon et elle peut organiser sa vie de façon à jamais s'ennuyer. Elle a mis en place donc du rangement, elle écoute la musique, elle lit beaucoup de livres et surtout son nouveau petit plaisir c'est de parler avec ses voisins via le balcon en saluant à 20h nos héros. C'est une bonne occasion aussi Oui. de connaître ses voisins. Exactement. Donc Christiane a confie quand même donc sa hâte de pouvoir déambuler dans la ville et de retrouver sa famille. Aussi, quand même, elle espère que les gens resteront prudents parce que les prochaines semaines, pour qu'on évite de se retrouver en reconfinement. Oui, on tient à le repréciser. Hein. Il faut être prudent parce que le gouvernement l'a bien signifié. On est toujours sous le risque d'un reconfinement, hein, bien évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et profitez-en aussi pour aller voir les personnes isolées, hein, comme la personne que tu viens d'interviewer. Merci beaucoup, Agère. Hein. Avec plaisir, C'est merci agréable. à tous. On espère que la prochaine fois, ton chronique sera l'Ulyssien déconfiné, hein, ce sera sympa. Oui, donnez-nous Pour voir comment réagir. vos suggestions. Oui, même si vous faites la fête, pas plus de 10 personnes, hein, on précise, hein, on le reprécise. Merci beaucoup, Agère. Hein. Merci à tous. On passe tout de suite à la chronique de JB. Alors JB, mon JB, alors déjà comment tu vas? Très Rebonsoir. bien, écoute, bonsoir Très bien. à toi, bonsoir à tous. Donc tu as recueilli des différents commentaires parce qu'on a posé des questions sur le site, je m'emballe, sur le page Facebook de la web radio. En fait. Hein. Donc cette semaine, nous avons posé 3 questions sur la page Facebook de la web radio Vivre aux Ulysses. Je vais vous lire vos commentaires afin de connaître votre avis, car bien évidemment, votre avis et votre voix comptent. Sans oublier un grand merci pour tous les membres et les nombreux commentaires qui nous ont été laissés. Toujours de plus en plus nombreux d'ailleurs. Hein, Exactement. Toujours. Donc la première question que nous avions posée, qu'aimeriez-vous voir dans la programmation culturelle de Boris Vian? Nous avons Vincent qui nous répond du Théâtre No, un formidable découverte du théâtre traditionnel japonais. Nous avons Thierry, du cirque contemporain. Nous avons Servan, des spectacles tout public à des horaires adaptés aux enfants. Nous avons aussi Khadija, des humoristes et concerts de groupe. Et surtout permettre à ceux qui n'y sont jamais allés, car les tickets sont parfois un peu chers, de pouvoir y mettre les pieds, pouvoir également y tenir des débats avec le public. Nous avons aussi Zabel Zaboul. Ah,
Perso, j'aimerais que l'association bretonne des Ulysses puisse refaire son Fest-Noz à Borisvian. Trop de bons souvenirs à l'époque où cela était possible. Ah, c'est vrai, j'ai hâte de retrouver la Fest-Noz comme chaque année. De toute façon, Zabel, dès qu'elle propose une idée, généralement, c'est toujours au top. D'ailleurs, Exactement. on vous salue, Zabel, parce que c'est quand même notre auditrice la plus fidèle, je crois. À chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver. Bon, bref, je te laisse continuer, j'y vais. Exactement. Parce que... Nous avons aussi c'est mon Fatia petit et coup de cœur. Fanfan qui nous proposent du théâtre de boulevard et Soleil, de la danse ou des comédies musicales et des conférences. Alors, on a aussi posé une deuxième question. C'est quelles nouvelles activités avez-vous découvert pendant le confinement ? Exactement. Nous avons Thierry qui nous a répondu « J'ai découvert le ménage, je me suis fait un nouveau copain, le ballet. » Forcément. Nous avons aussi Gwendal « J'ai découvert le karaoké, je demande une vidéo personnellement. » Est-ce que franchement, il y a de l'honnêteté dans ces réponses ? Je m'en doute. Je suis pas sûr. Connais les Ulyssiens. Nous avons Sandrine, j'ai créé un forum Facebook privé de résidence, ce qui m'a permis de faire enfin connaissance de mes voisins. Étrangement, j'ai créé ce forum un mois avant le confinement, une intuition. Voilà. Très bonne intuition. Nous avons Sandrine, le temps de préparer de mon repas, Agère, faire les devoirs avec mes enfants à la maison. Elle nous fait une oui, la gère, elle commente aussi maintenant. Nous avons Esther, cuisiner avec mon fils de 23 ans, et Isabelle, le coloriage et la montée et descente d'escalier. L'important, c'est de faire de l'exercice physique. Tout à fait. Oui. Encore une fois, et nous avons aussi Ludo dans cette lancée, la descente à pied de la gare de Bure et remonter jusqu'aux Ulysses. Oh. Alors, est-ce que c'est un vrai commentaire ou c'est comme les fameux joggers du confinement? Ah oui, parce que la descendre, d'accord, mais la remonter, c'est pas facile. Bon, Ludovic, on va vous croire. Dans le bénéfice du doute, on va vous croire. Donc, troisième question. La troisième question que nous avons posée, êtes-vous prêt à vous investir dans une association humanitaire et solidaire ulyssienne? Pour quelles raisons? Nous avons Vincent qui nous a répondu « C'est une grande force de notre commune, la solidarité. Les événements actuels l'ont encore démontré. Encore bravo aux associations ulyssiennes. Bien sûr qu'il faut s'investir. » Et aux Ulyssiens. Exactement. Et aux Ulyssiens. Bravo aux Ulyssiens pour leur solidarité. Nous avons Sandrine. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'intégrer une association pour agir. Si chacun faisait un petit geste à sa façon, nous pourrions faire des miracles. Nous avons Ludo. J'étais déjà bénévole dans une association caritative qui s'occupait notamment de la domiciliation des personnes sans domicile stable afin de leur permettre de recevoir leur courrier et donc d'ouvrir un compte qui permet en fait une réinsertion de ces personnes. Alors JB, on a un certain Jordi qui demande qu'est-ce que tu as découvert pendant le confinement? Moi, je me suis découvert moi-même tout d'abord. Je pense que c'est la première chose c'est beaucoup de réflexion. Oui, c'est vrai. Je me suis posé le yoga. C'est très philosophique. Exactement. J'ai pris plaisir à prendre du poids, bien sûr, comme beaucoup de Français. Mais c'est moi. 2,5 kg en moyenne. Oui, c'est à cause de moi, parce que moi j'ai pris 8 kilos. J'ai un peu cassé les stats. Ah oui, d'accord. Nous avons aussi Marie, donc c'est fait, mais pas aux Ulysses. Je suis bénévole dans plusieurs associations, bien sûr, c'est quelque chose de très bien. Nous avons de nouveau Isabelle. Bonjour, oui, dans une association solidaire, je pense à l'association Entraide Petite Enfance qui permet aux familles de pouvoir acheter ou louer de petits prix du matériel de puéricultrice. Il n'est pas simple de devenir parent, soutenir, accompagner dans ces moments particuliers de la vie qu'est la naissance d'un enfant, la naissance d'une famille. Quand je te dis que Isabelle, c'est la meilleure. Exactement, toujours pertinent ces questions et ces réponses, enfin. Merci Isabelle, merci beaucoup. Ensuite, nous avons aussi Maë, Constance, Marie-Laure, Laetitia et Thierry, qui nous parlent de l'association de Youssef Nazario. Oui, pour ses valeurs. Invité. Exactement, pour ses valeurs et ses nombreuses actions. Après, bien sûr, vous pouvez retrouver la liste de toutes les associations des Ulysses sur le site de la mairie. Je te remercie beaucoup JB, merci. Encore ta chronique de nous être éclairé. Et tu t'es découvert toi-même pendant cette période, c'est n'est jamais trop tard pour se découvrir. Oui, c'est une bonne occasion pour se recentrer sur sa personne, mais bien évidemment, ne pas développer son égocentrisme. Non. Je te remercie JB, je te remercie sincèrement. Avec plaisir. Tout de suite, on passe à la rubrique préférée des Ulyssiens, c'est la parole aux Ulyssiens. Aux Ulyssiens. La radio des Ulyssiens. La parole aux Ulyssiens, c'est votre moment, c'est votre chronique, c'est votre radio. C'est justement, vous êtes sur Vivre aux Ulysses. Alors, on a notre premier invité au téléphone, c'est Khadija. Khadija, qui habite la Châtaigneraie. Khadija, vous êtes chef d'équipe d'intervention incendie. Vous m'entendez? Allô, Khadija? Oui. Ah oui, si, elle est là. D'accord, vous êtes Bonjour, là. Bonjour Khadija. Bonjour. Bonsoir. Je disais que vous étiez chef d'équipe d'intervention incendie et au secours aux personnes. C'est bien.
Oui. Bah oui, qu'est-ce que tu fais là? C'est Will, vous inquiétez pas, il est pressé d'être déconfiné, il a hâte d'en finir. Will, t'inquiète Il pas, se c'est fait bientôt embarquer. fini, c'est bientôt fini. Excusez-nous sucre. Khadija pour ce problème technique. Hein. Alors je Non, disais, non, Khadija, en plus, vous m'entendez bien? Oui, c'est on bon. vous entend très bien. C'est parfait, là. Ne vous inquiétez pas. D'accord. On a quelques petits Donc, accidents, nous bonsoir aussi, à vous toutes savez. et à tous. Bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir Khadija. Déjà, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Je vous remercie de laisser la parole aux Uliciens. Et on est là Je pour trouve ça, que hein, c'est le but de la radio. Hein. Alors vous Ouais, êtes avec mais nous c'est pour nous parler. vraiment important. Oui. Donc, je salue tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et je voulais passer un petit mot de soutien et de respect aux personnes qu'on a entendues juste avant, notamment à l'association des anciens combattants. Voilà, parce que le 8 mai est derrière nous et c'est très bien d'avoir parlé aussi de la journée de commémoration de l'esclavage. C'est des choses importantes. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je le disais, vous êtes chef d'équipe d'intervention incendie au secours à la personne, pour vous présenter, et vous vouliez nous parler de la démocratie et de la solidarité locale. Et justement, la première question, quel est votre regard sur la démocratie? Alors, étant citoyenne aux Ulysses depuis très très longtemps, mais n'étant pas française au départ, je le suis devenue vraiment très très tardivement. J'ai un regard un petit peu parfois amer sur la démocratie parce qu'elle ne prend pas en compte la totalité des citoyens qui participent à la vie locale, notamment. Voilà. Mais en même temps, la démocratie, c'est la colonne vertébrale qui permet le bon fonctionnement de la République et de ses valeurs. Et nous y sommes vraiment très, très, très attachés. C'est extrêmement important. Voilà. Et justement, vous nous parlez de la démocratie locale. Qu'est-ce qu'on peut justement améliorer localement à ce niveau-là? Alors, localement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, ça s'arrête pas au droit de vote, en fait. Le droit de vote, c'est important. Et moi, j'incite vraiment tous les gens à aller exprimer leur avis dès le premier tour, parce que c'est ce qui permet d'avoir le choix au second. Et la démocratie, elle doit nous appartenir. C'est pas juste dans l'urne et pendant 6 ans, après, on fait plus rien. Donc, on doit participer activement. Localement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, de la mise en place d'outils pour les citoyens, tous, sans différence de nationalité ou de statut social, pour participer à la vie locale. Pas simplement des conseils de quartier où on parle 2 heures et où il se passe plus rien après. Je pense qu'à un moment, on a droit aussi de participer aux décisions, parce que quand on vote pour une équipe et un programme, c'est pas non plus une carte blanche. Donc, être consulté, je pense que c'est important et malheureusement, ça arrive pas souvent dans notre ville. Je pense qu'il faut une transparence absolue des choix budgétaires. Ces choix budgétaires sont à l'origine pris en fonction d'orientation politique et qu'aujourd'hui on a tellement semé le trouble dans le domaine politique que bon voilà, on s'affiche sans étiquette, pourquoi pas, mais en tout cas avec une orientation politique, ça c'est important. Et aujourd'hui aux Ulysses, on est dans le flou par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui justifie les choix politiques aujourd'hui avant qu'ils soient bien évidemment transmis au conseil municipal et avant au bureau municipal? Il doit y avoir une discussion, il doit y avoir des partages, il doit y avoir voilà. Et ça me semble voilà très important. Donc les consultations citoyennes locales, même si elles sont consultatives sur les décisions importantes, pas uniquement sur les problèmes de civisme. Voilà. Voilà. Je pense que par exemple rediffuser le conseil municipal en direct, c'est un outil extrêmement important. Parce qu'on n'a pas tous ni l'habitude ni l'opportunité de s'y rendre, mais on ne se rend pas compte que c'est là quand même que sont actées les décisions qui sont prises avant et elles nous impactent tous. Voilà, donc avoir. Et on est complètement d'accord avec cette proposition de conseil municipal filmé en direct et diffusé aux Ulyssiens. Voilà. Une dernière chose, le journal municipal ulyssien, je trouve qu'il est un petit peu on donne pas la parole aux Ulyssiens ni aux associations. Il manque une partie en fait d'expression citoyenne dans ce journal pour qu'il soit vraiment vivant, pour qu'il soit notre outil également à nous et pour qu'il ne serve pas simplement à donner l'information, mais à partager les actions, à s'exprimer et à accepter les désaccords, parce que bien évidemment on a tous des désaccords, mais dans le respect. Je pense que c'est une chose très importante.
Bah, c'est pour ça que justement Vivre aux Ulysses est là, hein. C'est pour vous donner la parole, c'est pour justement recueillir les témoignages et les impressions des Ulyssiens. Ah, puis pour le magazine, c'est très vrai, il y a certaines communes qui ont fait le choix de faire des rubriques paroles aux associations et aux commerçants, et il y a toute cette partie, effectivement, des communes le font. C'est ce qui nous manque. Khadija, justement, le confinement a montré un élan de solidarité aux Ulysses. Vous y avez d'ailleurs participé activement, est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. En termes d'action de solidarité aux Ulysses, comme dans beaucoup d'endroits, ce sont des choses concrètes qui datent pas du confinement, mais qui se sont effectivement avérées beaucoup plus importantes par rapport à cette crise sanitaire, parce que les gens, pour la première fois, c'est une situation inédite, on est tous d'accord là-dessus, ont été amenés à arrêter le travail, à rester chez eux, à avoir peur pour leur santé et pour leur vie. Donc tout cela a fait qu'il y a eu un énorme élan de solidarité. Donc effectivement, moi j'y ai participé parce qu'avec vous savez que je suis bénévole de l'association Ensemble pour la solidarité. On a reçu la semaine dernière. Voilà, vous avez eu la Mara la dernière fois, donc nous faisons des maraudes tous les dimanches en hiver. Et à cause de la crise sanitaire, nous avons dû arrêter brutalement les maraudes le 15 mars, le dimanche 15 mars. Alors ça devait pas être la dernière, mais à cause de la crise sanitaire, ça a été la dernière. Donc on n'a pas eu le choix, on a dû laisser malheureusement les sans-abri parisiens à leur triste sort, puisque on pouvait pas se rendre sur place. Et donc on a quand même continué en fait le soutien alimentaire comme on le faisait déjà antérieurement, mais on l'a plus accentué donc non seulement au niveau des Ulyssiens qui sont bloqués par le confinement, qui n'ont pas de travail, des étudiants sans revenus, les familles de l'hôtel social et du foyer à Doma, etc., etc. Comment ? Les gens dans la difficulté. Voilà, les gens dans la difficulté, mais pas que la difficulté alimentaire, parce qu'il y a eu aussi un énorme élan de solidarité envers le personnel soignant. Les gens les ont applaudis tous les soirs. Beaucoup de gens sont allés leur remettre des dons individuellement, et nous on a un petit peu organisé en fait la collecte pour les hôpitaux, et on a remarqué que voilà, c'est vrai que les gens sont très 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 reconnaissants à tous les services soignants et de secours, et qu'ils avaient besoin de leur manifester leur solidarité. Donc voilà, faire un gâteau avec ses enfants pendant le confinement, c'est plutôt une activité sympathique, et donc ils ont fait des petits mots et on a récolté et on a pu distribuer à l'hôpital d'Orsay, à l'hôpital de Bure, l'hôpital psychiatrique de Bure, à l'hôpital de Longjumeau, à l'hôpital de Bligny, aux sapeurs-pompiers des Ulysses, aux ambulanciers, enfin voilà. On a même cette semaine pu participer pour la première fois, depuis samedi, au personnel de l'EHPAD de Bure, qui a été sévèrement touché par le Covid, voilà. Et donc ils nous ont demandé un petit repas, donc on leur a fait un petit couscous, voilà, cette semaine. Voilà. Excusez-nous, on va devoir couper, on va passer à la prochaine. Par contre, on a 3 petites interventions suite à ce que vous venez de dire. Donc, on a Bernard qui souhaite ajouter qu'il faut des structures de co-construction qui regroupent élus et habitants. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. On a Agnès aussi qui apprécie votre témoignage et qui vous remercie pour vos nombreuses années de militantisme sur la ville. Et Bernard nous rappelle également, effectivement, c'est important, on l'a oublié, qu'il existe un journal d'expression citoyenne et associative, Le Phare. Le Phare. Oui, Le Phare. Le Phare. Voilà. Oui, tout à fait. Le Phare que je connais bien et qui a effectivement le mérite d'exister depuis très, très, très longtemps, et qui est un outil important, effectivement, pour les associations et même pour les citoyens. Et la diffusion de la parole ulyssienne. Merci beaucoup, Khadija. Merci d'avoir été avec nous. On vous remercie pour votre engagement. Oui. Je vous demande juste une petite minute, parce que pour moi c'est important. Je voudrais juste on peut vous accorder 30 secondes parce qu'on est vraiment... Oui, 30 secondes, voilà. Quelques personnes qui ont été là vraiment tous les jours depuis presque 2 mois. Donc je voulais remercier tous les Ulyssiens, toutes les Ulyssiennes, Thierry Perrault pour les attestations. Je voulais remercier Saïda, Catherine, Fatine Zora, Linda, Jacqueline, Rim Touani, Barbara et Dorothée d'Orsay, Fabienne, Thierry Hénon, Thierry Perrault, Catherine, Latifa, Angélique, Ilem, Prissou, Eliane, Marion, Fabien, Dora, Angèle, Laïla, Nadia, Constance, Estelle, Valérie, Kadouj, Sylvie, Rachida, Jérôme, Hassan, Louti, Mehdi, Marie-Christine et voilà.
Dis donc, il y a du C'est monde. la Hein. plus grosse dédicace qu'on ait pu faire, mais c'est bien, aux Ulysse, on a beaucoup de gens à remercier, Merci c'est beaucoup. très bien de le dire. Hein. Merci Mais beaucoup, parce que c'est Khadija. grâce à eux. Mais c'est tout grâce à fait, eux qu'on ouais. peut C'est faire très tout ça. important. Non, c'est très Voilà. important de leur rendre hommage. Hein. Faut rendre à César ce Tout qui est à à César. fait, c'est des petites mains invisibles. Et un grand merci aussi à Hassan de la boucherie LH. Voilà. Qui a beaucoup participé pour Ouais. pas mal de... Et Maintenant, surtout, depuis très merci à vous. longtemps et comme d'habitude. En tout cas, merci à vous de m'avoir laissé la parole au nom de tous ces volontaires. Et écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci Également, Khadija, on merci. vous souhaite exactement la même chose. Merci beaucoup. Hein. Pour Merci réagir beaucoup. sur l'émission, hein, tous, n'hésitez pas. Hein, ça se passe sur le Facebook Live de la radio. Hein, comme vous l'avez vu, hein, on réagit en direct. Hein, vous pouvez réagir avec nos différents invités ou même donner votre avis sur une des rubriques précédemment citées. Donc, On a Bernard qui rappelle sur le site de l'UAU, donc l'Union des associations des Ulysses, qu'on peut découvrir l'annuaire et les activités associatives. Donc ne pas hésiter à aller sur le site. et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à rendre visite aux différentes associations dont on a parlé sur la chaîne ou même ceux dont on n'a pas parlé. Alors, Tiens. je regarde les commentaires aussi. On a Bien sûr. Nelly qui ajoute à l'intervention de Frédéric qu'on a eu pour justement l'EPIDE de Bretigny qui accompagne les jeunes qui sont en BEP ou en CAP et ou en internat pendant plusieurs mois pour les aider à reprendre le pied et monter un projet de vie. Excusez-moi, j'ai pas bien revu ce commentaire. Ça arrive. Par Ça contre, arrive. on a aussi Garmé ou Germé, je sais pas comment ça se dit, qui te dit, Charles, qu'elle pensait être la plus fidèle de tes auditrices. Ah mais dois rendre des comptes, là, non, Charles, non, hein. non, non, je ne tiens pas à générer de jalousie. C'est juste que voilà, Isabelle Zaboul elle-même, c'est celle qui Non, mais commente le plus. effectivement, Je vous suis êtes désolé, nombreux. vous êtes nombreux. Nombreuses, Vous êtes très, je très dirais. nombreux et nombreuses, mais voilà, on a du mal, mais on On veut a un pas certain générer de charme. conflit. Hein. Donc maintenant, voilà, on va passer directement à notre deuxième invité. Alors notre deuxième invité, c'est Myrtille. Alors Myrtille vient de Paris. Un très bon fruit. Hein et merci JB. Et elle va aborder avec nous l'impact de la pandémie sur son activité. Myrtille, vous êtes comédienne, c'est bien ça? Bonsoir Myrtille. Exactement. Oui, Bonsoir. 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 Alors Myrtille, alors la particularité, c'est que vous intervenez également au lycée de Souriaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Je me suis pas trompé dans les Exactement. fiches, c'est parfait. Non, j'accompagne bien les classes d'option théâtre. D'accord. Ah bah c'est très important. Et on en a parlé la semaine J'en dernière faisais justement. partie quand j'étais au lycée. Dont Juline en faisait partie, Ah. donc forcément, c'est de la propagande. Merci Juline. Alors, première question, Myrtille. Quelles étaient vos activités avant le confinement? Eh ben, avant le confinement, moi j'ai été arrêtée, c'était le 16 mars, hein, c'est ça. J'étais juste en résidence au Grand Parquet pour travailler à la prochaine création de ma compagnie. Sinon, j'avais une tournée aussi avec une compagnie belge en France et en Europe. Il y avait des projets culturels sur le feu auprès de lycées, lycées professionnels, lycées généraux à Paris et aussi en banlieue. Voilà. Dont Ulysse. Et aussi l'option théâtre. Et Au comment début. ces projets ont-ils été impactés? Ah bah, franchement, ça a été un peu dur. Hein. Ils ont tous été J'imagine. impactés parce qu'ils ont été tout bonnement annulés. Rien n'a pu être sauvé, on va dire. La tournée s'est annulée. Les dates, même les futures dates, hein, même si là on est déconfiné, je devais partir à Lisbonne en juillet, c'est annulé. Tous les ateliers de théâtre se sont annulés dans tous les D'accord. lycées. Et est-ce que vous pouvez nous- Oui. Et puis aussi tout ce qui était de l'ordre plus invisible pour vous, mais tous les spectacles qu'on vend, qu'on essaie de diffuser, ben, tout est stoppé. Oui, bien sûr. Parce que l'année prochaine, les programmations, elles vont être vraiment ça a bouleversées. Changé, oui. Ça a tout chamboulé en fait. À tout. Et puis on était complètement à l'arrêt. Hein. Même si on a essayé de faire des trucs sur Internet, avec les théâtres et tout ça, on n'est pas payé pour faire ça. Donc Situation on très est arrêté, compliquée. quoi. Et Ouais. pouvez-vous nous expliquer justement en quelques mots le régime des intermittents du spectacle? Oui. Alors oui, je vais essayer parce que quand même c'est quand même. Assez compliqué d'après bien complexe. d'après votre réaction. En fait, non, sur le papier c'est pas compliqué, mais quand on n'est pas dans l'intermittence, je pense qu'on comprend pas bien. En fait, il faut, alors pour faire simple, hein, un intermittent du spectacle doit avoir travaillé 507 heures en 12 mois pour être indemnisé l'année prochaine, enfin l'année d'après,
les jours où ils ne travaillent pas. Et D'accord. ça, on le renouvelle tous les ans. Donc sur le papier, c'est assez simple. C'est 507 heures à faire. C'est beaucoup, 507 heures. Ça représente une cadence de combien en général? Pardon? Ça représente quelle cadence, par exemple par mois ou par semaine? Bah, ça dépend. Par exemple, moi, j'ai fait une tournée de 2 mois. Je fais des ateliers tous les mois. J'ai beaucoup de projets et je fais à peu près 550 heures. Voilà. Quand Ça même. peut donner une idée. Je travaille tous les mois, par exemple. Donc c'est pas évident à faire. C'est pas du tout évident. Après, ça se fait, hein. On y arrive, hein, mais Oui, c'est travailler, pas- c'est compliqué. Ouais, Alors faut- justement, Non, alors, mais en plus, il faut trouver les heures. Enfin, oui, faut du c'est réseau, clair quand qu'il même. il faut trouver. Et en plus, avec tout ce qui est fermé, c'est assez compliqué d'enchaîner votre travail. Alors, justement, on fait un retour sur l'actualité parce que Julie en a parlé dans son actu. Ouais. Le président Macron a fait des annonces. Alors, justement, vous Ouais. sentez-vous rassuré par rapport à ces annonces et celui du ministère de la Culture, Franck Rester? Bah, alors oui, quand il a prononcé Année Blanche, oui, j'ai quand même été hyper rassurée parce que on va en avoir besoin. Que nous, faut savoir que là, on est à l'arrêt et on doit faire nos heures en 12 mois. Il D'accord. fait que on perd à peu près là 6 mois de travail. Donc on n'a plus que 6 mois pour faire les 507 heures qu'on galérait déjà à faire en un an. Donc tout ce qui repousse, pour nous, c'est mieux. Ouais, c'est sûr. Du coup, et puis tant que les théâtres ne sont pas réouverts, faut bien comprendre que on peut plus travailler parce que Oui, là, vous qui êtes à nous zéro. envoie dans les écoles, c'est les théâtres. Qui nous embauche à la radio, il y a plus de tournage, il y a plus C'est vrai, tous les plateaux sont de fermés. fiction radio. Ah, tout est concerné. Tous les Enfin, plateaux tout est fermés. concerné, oui. La Et en musique, il n'y a plus, plus de concerts. Il faut s'imaginer que s'il n'y a plus d'intermittents, il n'y a plus de divertissement Ah, non plus. Hein. vous croyez-moi, je suis concerné en plus par la fermeture des concerts parce que je devais aller voir, à titre personnel, le concert d'Alicia Keys au stade, Ouais. justement le 15 juillet prochain et malheureusement, tout est fermé. Ah bah oui. Pas de rassemblement de plus de 5000 personnes avant septembre prochain, donc voilà. Bon, Donc c'est une Ouais. période estivale. Mais en plus, je donc sais c'est pas là. si ça va réouvrir. Ça va pas réouvrir en septembre. Hein. Je sais Alors, pas. Hein. Je suis Ils pas ont, sûre. ils ont annoncé septembre, mais bon, je suis bien d'accord avec vous, ça Affaire tend à plus suivre. Ouais. à se prolonger, vu les dernières indications du Conseil scientifique français. On verra ce qu'il adviendra. Hein. On espère vraiment, du fond du cœur, que pour vous, en tout cas, et pour tous les autres intermittents, la Pour les situation va Uliciens, s'arranger. pour la rentrée aussi, hein, que ça puisse reprendre. C'est vrai. Oui, pour l'instant. Enfin, Bah, on espère, on va hein. croire le gouvernement, on a que ça à faire, hein, de toute façon. Pour Ça. Après, il y a plein d'autres secteurs concernés, donc on est Oui. tous un peu dans le même bateau, quoi. Mais effectivement, on a plutôt intérêt à reprendre une activité. Enfin, nous, en tout cas, on pourra pas. Hein. Je pense pas. On espère. Vraiment, merci beaucoup, Myrtille. Merci de votre témoignage. Hein, Eh ben, c'était merci très à complet. vous. Bon courage à vous. Merci, bonne soirée. Bon Bonne courage soirée. à vous surtout, hein, bon courage. Merci beaucoup. On a Isabelle qui souhaite passer une petite dédicace à François, qui est le professeur de théâtre qui anime le groupe de théâtre intergénérationnel à la MPT des Amants dont on a parlé la semaine dernière. Oui. Donc bonsoir François. Bonsoir François et merci encore Isabelle pour votre intervention. Merci. Et merci Gamé aussi parce que sinon j'ai généré quelques... Bon, en tout cas, on a conflits eu sur la beaucoup de radio. remerciements aussi à Khadija pour son intervention et beaucoup de félicitations. Donc on voit que c'est très apprécié aussi les actions solidaires sur la ville. Mais pour revenir sur ce que disait Myrtille, c'est vrai que c'est assez C'est problématique. triste, hein. Oui, c'est triste vas pas déjà aller voir dans leur Alicia Keys situation. Non mais toi aussi. Oh bah après, bon, si un concert qui s'annule, bon ça va, c'est pas non plus la mort. Surtout Je que c'est pas pense pour que, nous, voilà. c'est effectivement pour les personnes C'est qui sont vraiment- derrière. Hein. Mais oui, c'est vrai, parce qu'on pense souvent aux gros artistes, mais il faut savoir que justement, derrière les gros artistes, il y a beaucoup d'intermittents. Tout ce qui est monteur, câbleur, Exactement, tous ceux qui sont scénariste, derrière. metteur en scène. Il y en a beaucoup, ça met beaucoup de gens sur le carreau et c'est un phénomène qu'on ne doit pas négliger. Mais bon, on espère vraiment que pour toute la profession et pour tout le reste, tout démarre le plus vite dans des conditions sanitaires respectables, bien Bien évidemment. sûr. Bien sûr, on vous souhaite tous bon courage, hein. C'est la moindre des choses. Alors tout de suite, on va accueillir notre prochaine invité. Alors notre prochaine invité, c'est Nicole Boisseau. Nicole Boisseau qui vient de Palaiseau. Comme quoi, on n'a pas que des gens des Ulysses qui nous écoutent et qui participent au programme. Hein. D'ailleurs, merci à vous hein, qui nous écoutez d'ailleurs.
d'Essonne, même en dehors de l'Essonne. On a même eu des connexions à Dakar. Bonjour le Sénégal, on en profite un petit peu. Alors Nicole Boisseau, c'est la directrice de l'EHPAD Simone Veil aux Ulysses. Alors elle va aborder avec nous bien évidemment le thème de l'EHPAD, c'est un thème qui est central pendant la crise sanitaire. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours professionnel s'il vous plaît? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que mon premier métier en fait c'était manipulatrice en radiologie, donc ce qui était un peu loin de la gériatrie. Ensuite j'ai été cadre de santé mais toujours en imagerie médicale. Après une formation complémentaire, j'ai été directrice déléguée de maison de retraite. Donc ça c'était en 1999, donc pendant 8 ans en Isère et en Île-de-France. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rentrer à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc, j'ai passé des concours administratifs à nouveau. Et puis, j'ai travaillé d'abord au siège de l'assistance publique, plutôt en affaires générales, et puis ensuite en qualité d'adjointe DRH à l'AGEPS, l'Agence générale des équipements et produits de santé. D'accord. Donc, ça, c'était jusqu'en 2019. Et donc après, voilà, j'ai voulu me rapprocher plus de ce que j'avais connu en maison de retraite, reprendre un poste plus en gestion de proximité. Et donc voilà, je suis arrivée après au 1er mars 2020 à la maison de retraite à l'EHPAD Simone Veil. Voilà, à peu près mon parcours. C'est un parcours très respectable, avec beaucoup de remises en question et beaucoup de changements. Alors justement, on nous a indiqué que vous avez pris vos fonctions dans un contexte assez particulier, à une date, on va dire, assez particulière. Oui, en effet, le contexte a été particulier parce que le confinement a été déclaré quasiment 10 jours après mon arrivée. Ah d'accord. On a commencé dès le 12 mars à fermer l'accueil de jour, malheureusement. Et une semaine après, on avait quasiment confiné tout l'établissement. Sachant que, en fait, moi, ma position, ça n'a jamais été de confiner totalement chaque résident dans sa chambre. On a essayé plutôt de respecter, en fait, les désirs des résidents. Certains, en effet, souhaitaient être confinés et d'autres pas du tout. Donc, on a essayé de maintenir l'établissement avec un peu de confinement et malgré tout des activités qui restaient aussi en commun. D'ailleurs, nous donc, avons... Excusez-moi, vous avez... Oui, donc en effet, une prise de poste un petit peu rock'n'roll, on va dire. Oui, c'est clair que c'est pas évident pour démarrer ces nouvelles fonctions de commencer par une crise. C'est vrai que c'est assez compliqué et bravo à vous de vous être adapté aussi vite. Et d'ailleurs, l'avantage... justement... Oui. L'avantage aussi, c'est que l'EHPAD Simone Veil appartient au SEGA, au service essonnien du grand âge, et donc qui regroupe plusieurs établissements, et ça permet aussi de pouvoir travailler en concertation avec les autres établissements. Donc c'est quand même un atout. En plus, le bâtiment, l'EHPAD Simone Veil est un bâtiment récent. Il a un petit peu plus d'1 an d'ancienneté, donc il est bien conçu, avec des grands espaces, un jardin, donc... En fait, la prise de poste, elle a été un petit peu compliquée, mais dans des circonstances par avec une équipe. Voilà, et puis avec une équipe très mobilisée, donc ça s'est plutôt bien passé. D'accord. D'ailleurs, nous avons de bons retours concernant la gestion de l'épidémie au sein de votre établissement. Qu'avez-vous mis en place justement pour y arriver ? Alors, comme je vous disais, donc nous, on est parti du principe qu'on confinait pas totalement l'ensemble des résidents dans chacune de leurs chambres. Donc, on a plutôt fait à la carte en fonction des souhaits des résidents. En revanche, ce qu'on a modifié, c'est que on ne prend les repas en salle à manger collective du rez-de-chaussée ont été déportés au niveau des salles à manger d'étage, dans des espaces un peu plus petits. Et les résidents qui souhaitaient manger en chambre, on leur apporte un plateau dans chaque chambre. D'accord. Donc voilà. Après, bien sûr, on a limité les visites. Ce qui a été compliqué, bien sûr, et pour les résidents et pour les proches. Pour la famille.
Donc ça, on les a repris petit à petit, mais dès le départ, c'est vrai qu'on a supprimé toutes les visites. Ensuite, bien entendu, on a appliqué les gestes barrières. On a eu quand même assez vite, bon, au départ c'était un peu compliqué, notamment pour les masques, mais le fait aussi d'appartenir au SEGA nous a permis de mutualiser très vite nos moyens entre établissements. Et donc maintenant, bon, on est plutôt pas mal équipés. Et donc je pense aussi que c'est ça qui a fait que les gestes barrières, la cadre de santé est régulièrement dans les étages auprès des équipes pour bien rappeler toutes les règles. Donc on a très vite pris la mesure de l'épidémie et on a pris des mesures très vite assez draconiennes, parfois difficiles à comprendre pour certaines familles, mais en même temps, voilà, il fallait en passer par là pour éviter que le virus ne rentre dans l'établissement. Et comment les résidents vivent cette situation ? Alors, c'est très variable en fin de compte. Certains vivent plutôt bien, mais la majorité trouve quand même que ça devient vraiment trop long. Ils veulent absolument bénéficier à nouveau de visites externes, aussi bien en effet leurs proches, mais aussi les animations, la coiffeuse, les pédicures. Bon, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, personne ne rentre dans l'établissement. Les visites se font dans le jardin. Et c'est vrai que pour certains, ils commencent vraiment à trouver le temps un peu long, quoi. Oui, un sentiment de solitude en fait qui prédomine. Tout à fait, ben oui, parce que bon, on a beau aller les voir dans leur chambre, essayer de faire des petites animations sur les étages, mais ça reste des animations assez limitées, puisque malgré tout, on essaye de maintenir quand même les mesures de distanciation. Donc, c'est une vie qui est totalement différente, qui est chamboulée, et pour une personne âgée, perdre un peu ses repères, ses habitudes, c'est toujours compliqué. Oui, d'ailleurs, vous parlez des personnes âgées. On a aussi vu beaucoup d'actions de bénévolat et de solidarité qui ont été faites par les Ulyssiens. Vous connaissez d'ailleurs Oui. Delila, qui est intervenue lors de notre première émission et que nous saluons d'ailleurs. Dites-nous en quelques mots justement, que pensez-vous de la solidarité des citoyens de la ville ? Alors, je la salue aussi, d'ailleurs, au passage. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il y a très vite eu beaucoup d'actions de solidarité. Donc, en effet, la proposition de faire des dessins et des courriers qu'on transmet et qu'on lit régulièrement auprès des résidents. On a eu aussi des dons de visières, de surblouses. Il y a beaucoup d'habitants qui nous ont contactés et qui, encore à l'heure actuelle, sont en train de coudre des surblouses. On a eu également aussi des dons de la mairie. Et notamment, je les remercie aussi pour le fait qu'ils nous aient prêté des barnums, en fait des tentes qu'on a installées la semaine dernière dans le jardin pour pouvoir organiser les visites au mieux à l'extérieur, parce que bon, le temps n'est pas toujours clément. Donc on a eu beaucoup de dons. Oui. Donc on a eu beaucoup de dons d'associations, aussi bien vis-à-vis des résidents, comme les dessins, mais aussi vis-à-vis du personnel, où il y a des gens qui nous ont apporté des brioches. On a eu aussi du muguet, on a eu des dons de la part de la société Total aussi, qui a donné des cartes essence. Donc en fait, c'est vrai que toutes ces actions nous fait chaud au cœur et nous encourage encore à continuer vraiment à maintenir l'établissement en bonne forme. Oui, on a beaucoup de chance justement d'avoir une population qui se mobilise et beaucoup de solidarité envers les Ulyssiens. D'ailleurs, justement, madame, vous avez plusieurs bravos pour le vous personnel, et pour le personnel EHPAD. des EHPAD dans les commentaires. Hein. Et vraiment, nous aussi, on tient sincèrement à vous saluer, à saluer votre dévouement pour les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, nos aînés. Merci beaucoup, merci d'avoir donné votre témoignage et votre vision justement, et bravo pour votre gestion et pour votre adaptation en temps de crise dans cette EHPAD. On n'a pas eu, ça a été géré au mieux et merci beaucoup encore une fois d'être intervenu dans notre radio. Merci à vous. Et puis c'est vrai que aussi sans une équipe mobilisée, on n'est rien. Donc c'est vrai. C'est vrai que moi je remercie également, j'en profite pour remercier toute mon équipe qui est vraiment mobilisée au quotidien et qui veut
c'est une sorte de défi et de challenge quoi qu'on s'est fixé sans forcément toujours se le dire. Mais voilà, on est très fiers en tout cas que pour l'instant tout se passe bien dans notre établissement. C'est vrai, bravo à eux, bravo à vous. Oui. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicole, merci d'avoir participé à notre radio. On passe tout de suite, je crois, à la prochaine invitée. Ou des commentaires. Non, des commentaires d'abord, des commentaires. Alors, d'accord. Tu as un bonjour de Raph depuis la Guyane. Donc comme quoi on est vraiment écouté de loin. D'accord. Alors, si je crois bien, pour être honnête avec vous, je crois que je connais ce Raph qui vient de la Guyane, je le connais. Heureusement, on a quand même quelques contacts à nous, des amis voilà, qui nous écoutent. Je te salue, je vois qui tu es. Hein. Je te salue depuis la Guyane. On salue toute la Guyane d'ailleurs, hein, toute la Guyane, parce que figurez-vous, on est écouté, on avait vu ça avec Will la dernière fois, on est écouté à Dakar, dans les Antilles et aussi, je crois, au Maghreb également. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci à vous de nous écouter. On va passer tout de suite à notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée, c'est Mélissa qui vient du Barcelo, qui va nous parler du déconfinement justement qui arrive, hein, H-3, je rappelle. Et qui va nous parler également de la reprise scolaire, car Mélissa est une mère de famille et a un petit garçon. Bonsoir Mélissa, Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous? Très bien, très merci. bien, on est à quelques heures du déconfinement. J'ai dit 3 heures, excusez-moi, on est à 4 heures du déconfinement. Ne sortez pas à 23 heures, vous allez vous taper une amende pour rien, je suis désolé. Mais pas de réclamation auprès de la radio, hein, je vous préviens. Moi je dis, t'as un problème avec les maths en ce moment-là. Écoutez. C'est le déconfinement, je pense. C'est le déconfinement. Pas grave, on est tous sous c'est pression. l'excitation On a tous envie de sortir. On a tous envie que ça se termine au plus vite. Donc voilà. Que je fasse une erreur en maths, Agère, je suis désolé. Ça ne se reproduira plus. Mais bon, Mélissa. Revenons à nos moutons. Excusez-moi. Hein. On est une équipe très dissipée aujourd'hui. Alors, comment avez-vous vécu justement ce confinement? Alors, à la fois très bien et à la fois très compliqué. Bien parce que j'ai été rassurée, je savais que je pouvais être en sécurité et puis mon mari est diabétique, mon fils est asthmatique, donc personne n'a très clairement le fait que il n'aille pas au travail, ça me rassurait, surtout que lui en plus à son travail il avait déjà eu un cas de Covid, donc j'avais peur en fait que ça soit à son tour. Ouais, logique. Et puis en fin de compte finalement très bien pour moi parce que aussi j'ai pu profiter de mon fils pleinement, j'ai pu le voir évoluer aussi. Donc tout ce côté-là était très bien. Après ce qui a été plus compliqué, c'est peut-être ce côté anxiogène des médias où finalement après petit à petit j'arrêtais un peu de regarder le journal puisqu'effectivement entendre autant effectivement le nombre de décès et puis toutes les petites nouvelles qui s'accumulaient, ça commençait à être compliqué à supporter tout simplement, et puis on a peur pour soi mais on a peur aussi pour nos proches et pour les personnes finalement qui nous entourent, donc voilà, c'était peut-être le plus compliqué. Bien sûr, vous avez parlé de votre enfant, quel âge a votre enfant? Il a 3 ans. Ok, et est-ce que vous allez justement faire partie des parents qui vont mettre votre enfant à l'école la semaine prochaine dès le 14 ans? Les 14. Alors non, pour ma part non, parce que déjà comme je vous ai dit il est asthmatique et très clairement j'ai pas vraiment confiance en fait à savoir est-ce que réellement c'est un risque pour les enfants ou pas, et puis effectivement il y a aussi la maladie qui ressemble un peu à la maladie de Kawasaki dont le gouvernement n'a pas parlé et très clairement qui fait peur. Ils ont parlé mais aussi parce que tout simplement c'est ça. Et puis aussi parce que tout simplement, au début, on disait que nos enfants, c'était des porteurs possibles de cette maladie et que c'était le moyen justement de faire un peu exploser le Covid. Et là, maintenant qu'on nous demande de remettre nos enfants à l'école, c'est vrai que je me suis plus à poser la question si c'était pas plus pour une raison économique, puisqu'on sait que la croissance du pays repart vraiment à la baisse, plutôt que vraiment l'inquiétude de savoir si les enfants très clairement pouvaient suivre une bonne scolarité, parce que très clairement moi en tout cas à l'école de la dimancherie de mon fils ce serait un rythme de 2 jours par semaine. C'est pas grand chose pour finalement rattraper, on va dire, tout ça. Pour de gros risques également. Vaut mieux le garder à la maison, voilà.
Oui, on comprend votre inquiétude, d'autant que l'actualité nous a rappelé ce midi qu'un groupe d'enseignants qui s'était réuni pour préparer la prochaine rentrée, je crois, Tout Julie. à fait, la rentrée, oui. Pour le 14, préparer la rentrée, tous les enseignants ont chopé le coronavirus. Donc voilà, on ne tient pas tous positifs, mais une grande partie. Pas tous positifs, mais c'est vrai qu'aussi, il ne faut pas oublier que certains enseignants sur la ville ou même ailleurs ont été aussi en contact avec des soignants. Oui, bien sûr. Et moi, à titre personnel, je sais que ma sœur travaille en crèche. Bon, elle n'a pas travaillé en crèche puisque pendant cette période, elle n'a pas travaillé, mais elle a des collègues qui effectivement ont été porteuses du Covid, puisqu'effectivement, elles ont été en contact avec les enfants soignants, bien qu'ils n'aient pas de symptômes. Donc, c'est vrai que voilà. Sûr. Le problème du porteur sain, en fait. C'est ça. C'est qu'on ne sait pas qui clairement est porteur de cette maladie ou pas. Alors justement, on parlait du déconfinement. Alors quel regard portez-vous sur la décision du gouvernement de nous déconfiner le 11, de reprendre l'école le 14, pour les tout petits au début, et puis de reprendre l'école globale en fin de mois? Qu'en pensez-vous? Pour moi, ça va beaucoup trop vite, parce que c'est vrai qu'on a été confinés très rapidement et finalement très strictement. Et là, j'ai l'impression qu'en fin de compte, le déconfinement, c'est tout l'inverse. C'est que ce caractère plutôt strict que le gouvernement avait décidé, là finalement on voit que on sait qu'en Île-de-France c'est une situation plutôt compliquée. J'aurais imaginé que cette région finalement aurait été un peu plus confinée, ou du moins que ça aurait été un peu plus strict. Et là c'est pas le cas. Je comprends pas trop en fait finalement si c'est réellement l'inquiétude de remettre les enfants à l'éducation ou les personnes au travail, plutôt que je pense que c'est plutôt vraiment une question économique, et c'est plutôt ça en fait finalement qui est plus dérangeant finalement. Donc selon vous, le gouvernement fait preuve de laxisme au niveau sanitaire? Oui, très clairement. Et d'ailleurs, on commence peut-être à voir un peu plus les choses, puisque moi, j'ai vu que dans les médias en Allemagne, il y avait commencé un peu à parler de reconfinement, qu'il y avait des nouveaux cas, ou en tout cas un nouveau cas à Wuhan. Donc voilà, on voit bien que dès lors qu'ils recommencent à déconfiner, on recommence à finalement à reparler des confinements. Or, pour le rappeler, j'ai pas l'impression que la vague en France, ça fait si longtemps que ça. Donc, est-ce que finalement on déconfine pas trop tôt? Je me pose la question. Après, je suis pas médecin. Il faut regarder, il n'y a pas qu'à Wuhan, il y a aussi en Allemagne et au Japon. C'est justement, elle a cité l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne qui avait été touchée après la France. Oui. Qui avait été touchée après la France et qui a réagi immédiatement. Ah, où il y a de nouveaux cantons qui se sont remis en fait en quarantaine. Mais bon, alors. C'est ça. Alors on a Vincent qui nous demande. Alors c'est quoi exactement? Il fait un petit peu d'humour. Il nous demande si les personnes qui ont été confinées avec des ados vont toucher une prime. Oh. Alors pour être père de famille d'un enfant en bas âge, je pense sincèrement que la prime doit être plus grande pour ceux qui ont un enfant de moins de 6 ans. Alors je dis ça, mais s'il y a quelqu'un du gouvernement qui m'écoute, on n'est jamais. On dit pas non, une petite indemnisation, on dit pas non. Je pense que Mélissa, vous serez d'accord avec moi. Oui. Voilà, on dit pas non, justement des petites. Je vous remercie Mélissa, merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous et merci pour le temps que vous consacrez effectivement à mettre en œuvre cette radio. Merci, très bonne soirée. On essaye. Merci beaucoup Mélissa, bonne soirée. Alors on a un petit commentaire, Emilia qui salue les bénévoles des petites mains papoteuses qui ont confectionné des surblouses justement pour l'EHPAD. Les fameuses surblouses. C'est super important. Oui. On salue aussi toutes les personnes, tous les bénévoles, même des particuliers qui ont confectionné des masques gratuitement. Je tiens à le préciser parce que quand on voit le prix moyen d'un masque, excusez-moi, c'est un petit coup de gueule personnel, je trouve ça assez scandaleux de payer 5 € des masques qui valaient même pas 8 centimes il y a 3 mois. Mais bon, après ça, passons à autre chose. On va parler du sondage. Le résultat du sondage du jour. Êtes-vous favorable à la création d'un festival multiculturel aux Ulysses? Oui à 92%, non à seulement 8%.
Et oui, comme je disais en début d'émission, le déconfinement qui approche. Le déconfinement approche et comme je vous l'ai annoncé, on a un petit message à vous faire passer. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est déjà tout d'abord, je pense que toute l'équipe sera d'accord avec moi. Principalement, c'est pour vous remercier. Vous remercier parce que ça fait maintenant 1 mois qu'on a commencé l'aventure Vivre aux Ulysses. 1 mois que justement on essaye de se réunir à distance pour vous offrir le meilleur programme possible. Bon, il y a eu quelques petits couacs, forcément. On essaye, on fait comme on peut. Ça arrive. On n'est pas forcément des professionnels de la radio. Voilà. Mais on donne le meilleur de nous-mêmes chaque jour pour essayer de vous apporter maximum de qualité et le maximum d'infos possibles au niveau local et au niveau même au niveau pour vous mettre en avant, pour mettre en avant des associations, les Ulyssiens qui font des activités de leur côté. Tout d'abord, merci, un grand merci. Vous étiez presque plus de 3000, je crois qu'on a dépassé les 3000 vues la semaine dernière. Oui. Alors, pour être honnête, ça a commencé un petit peu sur un coup de tête. On va rendre à César ce qu'il y a à César. Hein. On a commencé ça sur un propre délire. Hein. On s'est dit, on va essayer de donner la parole aux gens. Et donner de l'information aussi. Et donner de l'information. Hein. On pensait vraiment faire, allez, au bout d'1 mois, si 500 personnes nous écoutaient, on aurait été content, les personnes les plus heureuses du monde. Là, vous vous rendez compte, 3000 personnes. Vous nous écoutez depuis la Guyane, depuis le Sénégal, depuis les autres villes d'Essonne, alors qu'on était prévu pour émettre seulement aux Ulysses. Alors, le message qu'on a envie de vous faire passer, c'est qu'on prend énormément de plaisir à justement parler avec vous, à vous entendre parler, à vous donner de l'information. Ce qu'on a envie de vous dire, c'est que la radio va passer dans une autre phase, quelque temps. On a envie justement de vous prévenir de ça. C'est que forcément, avec le déconfinement, tout se reprend, on a tous nos activités à côté. Hein. Juline travaille, Ager travaille aussi, JB travaille également, même notre super chef de réalisation Will travaille. Il a même déjà repris, on est certain d'avoir déjà repris. Oui, même, on a déjà repris. Hein. Moi, personnellement, j'ai déjà repris le boulot. C'est très compliqué, on a de moins en moins de temps pour préparer les émissions. Mais voilà, on essaie de répondre présent. Et on veut s'adapter, justement. Voilà. Si on a passé beaucoup de temps avec vous, on avait proposé justement une petite formule qui était pour vous accompagner pendant le confinement. Bon, demain, on se déconfine progressivement, donc forcément, on va être amené à réfléchir, à repenser la radio, à la faire évoluer. Donc, on n'est pas arrêté encore. On a tellement d'idées autour de cette table qu'on ne sait toujours pas exactement comment on se fera dimanche prochain. Mais ce qui est sûr, c'est que dimanche prochain, on sera là. On va continuer d'être à vos côtés, mais il y aura forcément quelques petits changements, donc à découvrir, je pense, par la suite. Par la suite, oui. Pour l'instant, on est encore en pleine période de réflexion et vraiment encore une fois vous remercier parce qu'on ne sait pas être aussi nombreux. Un grand merci à tous. Et aussi d'ailleurs on vous préciser que la semaine on m'entend pas, excusez-moi. Vous précisez qu'on a un problème de micro, excusez-moi. Précisez que justement comme l'a répété Juline, la semaine prochaine on changera de format. Ce sera un format sûrement où vous aurez peut-être plus votre mot à dire vers des thèmes plus précis. On est encore en phase de réflexion, mais sincèrement, continuez de nous partager, continuez de nous liker, continuez à nous suivre parce qu'on va continuer d'être là. On prend vraiment du plaisir chaque semaine. Chaque semaine, on prend sur nous, on prend beaucoup de notre temps pour justement se mettre à votre service. Et je crois que Juline voulait conclure par quelques mots. Oui, aujourd'hui, je voudrais conclure par un message qui, je pense, nous tient tous à cœur. C'est demain, effectivement, est une journée qui est très attendue pour tout le monde. Vous, comme nous n'avons qu'une hâte, c'est de retrouver, effectivement, nos collègues, notre famille et nos amis, retrouver un rythme de vie qui se rapproche de la normale, bien évidemment. Nous avons été séparés depuis près de 2 mois maintenant. Ça a été compliqué pour tout le monde et nous sommes pliés aux règles pour la plupart, bien évidemment, pour le bien de tous. Alors demain, profitez. Alors ne serrez pas dans vos bras, n'embrassez pas, mais retrouvez ceux que vous aimez. Nous, en tout cas, oui, sauf votre conjoint, mais avec qui vous étiez confinés. Oui, bien sûr. Nous, en tout cas, on n'a qu'une hâte, c'est vous retrouver et vous croiser dans la rue et pouvoir justement échanger avec vous, peut-être au-delà de justement ce micro et de ce téléphone qui nous lie. Et que même que vous nous proposiez vos idées, on est ouvert à tout. Depuis le début, on vous écoute, on fait une radio pour vous et c'est une radio qui est faite par vous, justement. Donc voilà, si Ager et JB ont un petit mot à dire également. Moi, j'ai une petite pensée au DJ de balcon. C'est votre dernier soir, votre dernier mix, donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est vrai, dans une demi-heure, Dédicace à Arafo et à Mamadou qui chaque jour à 20h ou même avant en profiter pour passer des sons et tous les autres, je crois qu'il y a beaucoup d'autres DJ, tous les DJ, tous ceux qui ont animé, qui ont rendu vivant cette ville. Les DJ de balcon. Et surtout, aujourd'hui, peut-être ce soir, à 20h, faudra applaudir hyper fort.
Oui, Est-ce que c'est rendez-vous peut-être ce le soir. dernier soir? Ouais. Et il ne faut pas obliger, justement, c'est le dernier soir. Mais en plus d'applaudir, il faudra aussi également soutenir le personnel soignant qui, justement, ont des revendications claires, précises Ouais, et tout à fait. justifiables. Faudra les soutenir après. Parce que c'est bien d'applaudir maintenant, mais je pense qu'ils auront encore plus besoin de nous après le confinement. Parce que c'est Exactement. après le confinement que les choses importantes vont commencer. Donc voilà. On espère vraiment être avec vous encore la semaine prochaine. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci, continuez à nous commenter, à nous liker, à nous partager. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle formule sur le média qui vous donne la parole, la web radio lycéenne Vivre aux Ulysses. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et bon déconfinement. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.